Certains hommes politiques ont été statufiés. On en a fait des saints ou des démons. Dans l'Afrique des Grands Lacs, 2 personnes à minima sont concernées. Julius Nyerere, le président tanzanien, et Idi Amin Dada, le président ougandais. Julius Nyerere est un serviteur de Dieu. Cette expression est d'ailleurs officielle puisque dernièrement un procès en béatification a été ouvert par le Vatican, ce qui de facto lui permet d'obtenir cette appellation. La Tanzanie a fait de son premier dirigeant une sorte d'icône religieuse. Des récits presque hagiographiques circulent sur cet ancien président qui était un profond croyant, pratiquant toute sa vie, attaché aux valeurs de justice, de paix. Il n'a jamais fait mourir ses opposants. Et comme souvent quand on fait une hagiographie, Nyerere est complètement décontextualisé. Il est la simplicité faite homme, la modestie, la sobriété, la piété, ce que vous voulez. Voilà pour l'ange. Et puis, il y a la bête. Idi Amin Dada. 1m93, 120 kg, enfin 120 kg quand il faisait du sport. Champion national de boxe, cruel, cannibale, psychopathe. Un débit de boisson comparable à celui du Nil, prétendant au trône d'Écosse. Souverain de toutes les bêtes de la terre et de tous les poissons de la mer, selon ses dires. Nostalgique d'Hitler, dont il regrettait le travail pas complètement terminé. Un QI proche du pélican, tout le monde est d'accord là-dessus. Et en même temps, tout en conservant cet uniforme brillant et ce sourire ravageur qui donnerait envie d'accrocher son portrait dans mon décor. En fait, on a personnifié les modèles du pire et du meilleur. C'est un peu ça. Et on a entériné la victoire du meilleur sur le pire. Heureusement, puisque Nyerere a abattu la puissance d'Amin Dada en 1979. Aujourd'hui, mes amis, on va tordre le cou à quelques coqs. Plus précisément, on va contextualiser Amin Dada, on va le réunir avec son environnement, l'Ouganda de l'ère suivant l'indépendance. Mais avant toute chose, je voudrais vous présenter mon partenaire pour cette vidéo, Idéochoc. Vous voulez vous cultiver, vous voulez vous former intellectuellement parlant, vous voulez lire de la littérature politique mais vous manquez de temps pour le faire, eh bien Idéochoc va vous faire gagner ce temps dont vous avez besoin. Cette plateforme vous présente une série de livres déterminants pour votre culture politique. Une lecture enrichissante mais qui vous aurait pris plusieurs jours, ici elle vous est synthétisée dans des capsules de 25 minutes en moyenne. Pour qu'on soit clair, par littérature politique, je ne vous parle pas ici du dernier best-seller de Bruno Le Maire. Non, ici on est plutôt sur de la littérature sérieuse, utile, parfois critique ou incorrecte, mais toujours soucieuse d'apporter un éclairage sur la société. À l'heure actuelle, 34 livres sont présents dans le catalogue et d'autres sont en cours d'arrivage. Vous y trouverez des ouvrages de Gustave Le Bon, Charles Maurras, Pierre-Joseph Proudhon ou encore Lénine. Personnellement, la synthèse de Que faire de Lénine m'a été bien utile pour mon propre contenu. Et j'ai trouvé ces synthèses parfaitement écrites et surtout elles sont rédigées dans un esprit de fidélité vis-à-vis de l'auteur. Idéochoc, c'est donc un compagnon dans votre lecture, mais aussi un compagnon dans votre réflexion. Elle vous permettra aussi de résister aux idées paresseuses et toutes faites qu'on trouve souvent autour de nous. Abonnez-vous, l'abonnement coûte 8 € et vous pouvez utiliser le code promo étoffe d'un chef pour une réduction de 10%. De plus, il y a une période d'essai de 14 jours, donc allez-y sans inquiétude. Ce pays s'appelle l'Ouganda et on va d'abord faire quelques distinctions. Lorsqu'on parle du pays, la fédération entière, on parle de l'Ouganda et des Ougandais. Mais quand on veut parler du royaume, qui a préexisté au pays et qui en est membre fédéré, on parle du Bouganda. Les habitants du Bouganda sont appelés les Bagandais et ils forment une ethnie. Ils se situent au sud, au bord du lac Victoria, dans la partie bantoue du pays, comme les autres royaumes fédérés d'ailleurs. L'Ouganda colonial était dominé globalement par le sud. Le roi du Bouganda, qu'on appelle le Kabaka, avait conservé son statut, son prestige, d'immenses propriétés, un conseil d'administration, et il résidait dans la capitale de l'Ouganda, Kampala. À l'époque de l'indépendance, le nom de ce Kabaka, c'est Mutesa. Dans la vidéo que j'avais faite sur Stanley, on avait rencontré le Kabaka Mutesa Ier, qui régnait au 19e siècle. Celui-ci, c'est son descendant. Il s'appelle Mutesa II ou Mutesa II. Et il veut l'indépendance ou pas? Oui, il la veut. Pendant l'époque coloniale, il doit supporter les vétos et les recommandations britanniques, et évidemment, il aspire à devenir indépendant. Ce serait un accroissement de sa puissance, et après tout, ce ne serait que justice, puisque les Britanniques ne viennent pas d'ici. Et les Bagandais sont évidemment tous d'accord avec lui. Vivement l'indépendance. Néanmoins, cette indépendance est un moment dangereux, parce qu'il risque de se retrouver face à face avec le reste du pays. Disons que l'Afrique n'est pas uniquement traversée par un courant indépendantiste, elle est traversée par un courant révolutionnaire indépendantiste. Autrement dit, beaucoup de gens non seulement veulent renverser l'ordre colonial,
mais ils veulent en finir avec toute forme d'inégalité sociale, toute forme de privilège. Et les Bagandais sont privilégiés. Ce ne sont pas de vrais privilégiés, mais disons qu'ils sont avantagés par la géographie, par leur histoire, par leur éducation, par les ressources du lac Victoria, qui est juste à côté, par le respect naturel que les Britanniques leur ont témoigné jusqu'ici. Tout ça a fait des Bagandais une élite qu'on peut considérer, d'une certaine façon, comme privilégiée. Ils sont dans un privilège de fait que le discours révolutionnaire veut détruire. Parenthèse, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver ailleurs en Afrique. Au Rwanda, Kayibanda voulait abattre les privilèges de la race Tutsi. En Ouganda, il y a aussi une parole révolutionnaire qui est incarnée par un Nilote, c'est-à-dire un homme du Nord, dont le nom est Milton Obote et qui appartient à la tribu Lango. Pour ces gens, il faut réaliser une égalité absolue, y compris en utilisant la violence, et même surtout par la violence. La chose principale que Milton Obote veut abattre, c'est la monarchie. Les Bagandais voudraient que l'Ouganda progresse matériellement et politiquement à partir d'un centre de commandement, qui est le leur, ce qui va froisser l'orgueil des autres royaumes bantous, mais aussi des peuples nilotes du Nord. À l'indépendance, en 1962, un compromis est trouvé entre ces deux camps. Le Kabaka devient président et Obote devient Premier ministre. Évidemment, si vous avez fait un petit peu d'histoire politique, vous savez déjà que ce compromis n'en est pas vraiment un. Ce n'est qu'un partage de postes, mais ce n'est pas ici la résolution du problème. D'ailleurs, le renversement d'une monarchie, c'est le passe-temps préféré des révolutionnaires. Milton Obote va donc bien abolir cette monarchie. Il va s'y prendre en plusieurs étapes. D'abord, il inflige un certain nombre d'humiliations au Kabaka. Il organise par exemple un référendum rattachant des provinces contestées du Bouganda à un royaume voisin. Donc ça, c'est un moyen de dire « Désormais, mon gars, c'est le peuple qui est souverain. Et toi, tu n'es le souverain de rien du tout. » C'est reçu comme une insulte au système politique bagandais, aux traditions africaines bagandaises. Deuxième étape, il faut acter la chute de la monarchie. Pour cela, il lui faut quelqu'un qui ait du culot, quelqu'un qui n'ait pas peur de casser des beaux vases, ni de piétiner les camélias du jardin royal. Alors il fait un peu le tour de son armée, et il finit par choisir un grand type, une vraie armoire à glace, un nubien, c'est-à-dire un musulman du Nil occidental. Alors il va voir ce grand gars et il lui dit « Écoute, c'est toi que je veux à la tête de l'armée qui va nous débarrasser du Kabaka. » Maintenant, si tu veux bien, on va essayer de situer l'Afrique des Grands Lacs dans une carte linguistique. On voit sur cette carte que les langues bantoues sont largement répandues dans la moitié sud du continent. Mais ici, un espace linguistique original se dégage. Ce sont les langues nilotiques. En fait, il y a dans cette région une opposition, assez discrète, mais néanmoins réelle, entre des peuples bantous, largement majoritaires, et des peuples nilotiques. Cette opposition, elle est linguistique. Julius Nyerere, par exemple, est un bantou, tandis qu'Amin Dada est un nilote. Les bantous dans cette opposition ont une certaine supériorité, numérique pour commencer, mais aussi historique et politique. Tous les grands royaumes interlacustres parlent des langues bantoues. Et puis surtout, notons que la langue véhiculaire qui a été choisie par les missionnaires pour permettre à tous ces gens de se comprendre mutuellement, c'est une langue bantoue, une langue de la côte qui s'appelle le Swahili. Parce que moi, tu vois, j'aurais cru que les Anglais auraient choisi l'anglais comme langue véhiculaire. C'est pas plus logique. Tous ces territoires sont des colonies anglaises. Alors, l'anglais est utilisé dans l'administration, il peut être appris par certains noirs, mais ce n'est pas la langue véhiculaire privilégiée. C'est vrai que nous, les Français, nous avions immédiatement répandu l'usage du français chez les Noirs dans les colonies françaises parce qu'on voyait dans cette langue une voie idéale d'assimilation à notre civilisation. En tout cas, c'était notre discours politique pour se justifier. Mais il faut bien que tu comprennes que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et dans le milieu des missionnaires, qui sont quand même les premiers acteurs chronologiques de la colonisation, qui sont quand même les premiers concernés, c'est eux qui vont enseigner la langue, cette question était très débattue. Et dans l'Afrique des Grands Lacs, c'est le Swahili qui a été choisi comme langue véhiculaire. Mais le Swahili, c'est la langue de la côte, c'est la langue des musulmans, quoi, en fait. Oui. Les missionnaires chrétiens ont choisi une langue de musulmans pour... Oui, bah écoute, pour eux, ça vaut toujours mieux que l'arabe. Puis le Swahili avait déjà été une langue véhiculaire
dans l'espace littoral, donc ils ont l'impression de partir avec quand même un train d'avance. Et encore aujourd'hui, dans la plupart de ces pays, il s'agit d'une langue nationale. Tout particulièrement en Tanzanie, où le Swahili a énormément contribué à unifier le pays. Maintenant, tous les peuples de la région ne parlent pas des langues bantoues. Certains parlent des langues nilotiques, comme je l'ai dit. Les Nilotes, qui sont un groupe linguistique identifiable, sont pour l'essentiel des peuples de pasteurs. Elles sont souvent au bord du Nil ou connectées à lui d'une façon ou d'une autre, d'où leur nom. On voit que certaines occupent le nord de l'Ouganda. Les dictateurs Milton Obote et Idi Amin Dada viennent de ces régions. D'autres sont au Soudan et sont à l'origine de l'Anyanya, c'est-à-dire le séparatisme des tribus du sud du Soudan. L'Anyanya a débouché sur la création d'un État, le Soudan du Sud, il y a maintenant une dizaine d'années, en 2011. Et ensuite, vous voyez bien qu'il y a également des tribus nilotiques au Kenya. Bref, tous ces peuples nilotiques, ils ont des particularités. Ils sont plus grands que la moyenne, ils pratiquent l'élevage, ils ont un mode de vie le plus souvent nomade, tandis que les Bantous sont réputés pratiquer plus volontiers l'agriculture. Maintenant, entendons-nous bien, ce sont des groupes linguistiques. Personne ne dit « je suis nilote », je suis bantou. On appartient à sa tribu d'abord, ou à son ethnie. Et je vais te dire, ces ethnies nilotiques mènent les unes contre les autres des guerres farouches et meurtrières. Même encore au moment où je te parle. Regarde ce qui se passe au Sud-Soudan et tu verras que ce pays nouvellement créé est ravagé par le tribalisme. Donc ces mots, bantou et nilote, n'ont peut-être pas beaucoup de signification pour eux, mais ils en ont pour l'historien. Amin Dada, c'est qui exactement? À la base, Idi Amin Dada, ce n'est pas un politicien. Il ne s'intéresse pas spécialement à la politique. Alors que fait-il dans la vie, me direz-vous? Quelle est sa passion? Est-ce que c'est un amoureux de la nature? A-t-il une passion pour les sauterelles ou pour les fonctions logarithmiques? Figurez-vous que non. Comme Milton Obote, il fait partie des peuples nilotiques, mais ces peuples sont de plusieurs ethnies. Il y a les ethnies principales, les Acholi et les Langui, qui sont des ethnies généralement chrétiennes. Puis il y a les ethnies moins nombreuses, celles du Nil occidental entre autres, dont une partie est islamisée. Idi Amin Dada vient de cet endroit. Sur le désir de son père, il a été dans une école coranique, et en outre il a aussi reçu une initiation à la magie par sa mère. Dans l'armée, il appartient à la catégorie des Nubiens. Ces Nubiens, on les reconnaît par leur langue, qui est à base lexicale arabe, et par leur religion, qui est l'islam. Les Anglais, quand ils veulent réprimer une révolte, la révolte des Mao Mao par exemple, ils enrôlent volontiers ce type de personnes. Et Idi Amin Dada fait partie de ces recrues. Autour de 18 ou 20 ans, c'est donc un jeune soldat, jovial, obéissant, il baragouine un anglais plutôt comique, et sans surprise, il est soldat d'élite pendant la révolte des Mao Mao. Les Mao Mao se sont révoltés au Kenya en 1952. Ce sont des membres de l'ethnie Kikuyu, l'ethnie majoritaire du Kenya. Ces Mao Mao, ils ont fait un serment interdit, impliquant probablement de la sorcellerie, le serment de chasser les colons, en gros. Alors si vous voulez un peu connaître les causes profondes de cette révolte des Mao Mao, en fait, les Kikuyu résidaient pour la plupart dans les propriétés des Blancs, on les appelait les squatteurs, et leur nombre ne cessait d'augmenter. Quand les propriétaires blancs ont essayé de limiter leur nombre pour garder des effectifs gérables et utiles pour les récoltes, le ton est monté entre Kikuyu et Blancs. La révolte des Mao Mao se présente donc comme tournée contre le colonisateur britannique, contre les Européens, mais aussi contre toutes les tribus qui soutenaient le pouvoir colonial. Et c'est pendant cette révolte qu'Idi Amin Dada fait l'apprentissage de la violence. Il découvre les interrogatoires, les tortures, les camps de détention, et autant vous dire qu'Amin Dada, il fait pas les choses à moitié. Il débarque dans les villages, il demande à tous les hommes de poser leur pénis sur une pierre, et si personne ne révèle où est la cache d'armes, il se charge de raccourcir ces villageois, les uns après les autres, avec un bon couteau de cuisine. C'est quelqu'un de cruel, Amin. Et pour tout vous dire, c'est pas le pire de la bande, parce que dans cette guerre africaine, de part et d'autre, la cruauté a été grande. Mais il n'est pas seulement cruel, il est également plutôt discret, parfaitement à l'aise dans la forêt kenyane, badigeonné de boue pour le camouflage, il égorge ses ennemis dans le silence nocturne, et il a démontré dans cette sale guerre un loyalisme à toute épreuve, le loyalisme de celui qui ne pense pas. D'ailleurs, l'un de ses supérieurs écrivait dans son rapport « Au-dessus de son cou, ce n'est plus que de l'os ». Et on ne peut lui expliquer les choses que par des mots d'une lettre. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, pour faire de la politique, il faut être un minimum intelligent. Et lui, il est peut-être trop bête. Ça peut arriver, ça.
Oui, enfin, tu sais, moi j'ai envie de te dire, en politique, il n'y a pas besoin d'être un génie intellectuel pour obtenir certains succès. L'humanité a toujours été pleine de préjugés et de biais cognitifs. C'est pas ce qui l'a empêché de faire de la politique, enfin je pense. D'accord, mais il faut un minimum. Je suis d'accord, mais il y a peut-être moins de relations que ce qu'on croit, ou du moins l'intelligence politique est un type très particulier d'intelligence. Milton Obote, prédécesseur d'Amin Dada, était beaucoup plus intelligent que lui. Il avait fait des études dans l'université Makerere, une prestigieuse université, qui fait aussi partie de l'héritage britannique, soit dit en passant, où Julius Nyerere et Paul Kagame ont aussi fait leurs études. Mais je vais te dire, comme dictateur, Milton Obote n'a jamais su plaire aux Ougandais, il n'a jamais su les comprendre. Le bon sens africain chez lui avait été complètement remplacé par une idéologie obsessionnelle. Amin Dada, j'ai envie de te dire, c'est sûr que c'est pas lui qui a inventé la perceuse à trous carrés, mais c'est aussi un bon gaillard qui a épousé les préjugés du commun et qui est donc représentatif d'un certain Ouganda du Nord sous-développé, des gens un peu primaires, et qui ne sont guère portés sur les raisonnements compliqués. Est-ce qu'il fera un bon politique? On va voir que non, mais ce n'est pas que un problème d'intelligence. En tout cas, les Britanniques à cette époque trouvent qu'il fait du bon travail, ils le laissent grimper les échelons jusqu'à devenir lieutenant. Et là, une question se pose pour ses supérieurs. C'est un bon soldat? Mais là, l'indépendance de l'Afrique de l'Est va bientôt arriver. Elle est imminente. Tout le monde le sait. Va-t-on vraiment laisser la King's African Rifles, c'est-à-dire la belle et grande armée britannique, dans les mains de brutes de ce genre-là? Mais tu m'as dit qu'il n'est que lieutenant. Cette armée ne va pas être laissée à un lieutenant, mais à un général, non? Ah non, mais tous les généraux et les colonels sont des Anglais. Ils vont tous partir. Il n'existe que 2 ou 3 officiers noirs, pas beaucoup plus dans cette région-là. C'est quelqu'un qui impressionne, ses exploits comme boxeur, il est quand même champion national de boxe, et aussi le fait qu'il est plutôt apprécié des soldats, il connaît leur mode de vie, il sait exactement ce dont ils ont besoin pour ne pas se mutiner. Amin Dada sait très bien que pour que les soldats ne se mutinent pas, il faut leur donner des bons draps propres, des cigarettes et de la bière de banane. En 1962, l'indépendance de l'Ouganda est enfin obtenue. Milton Obote, le Premier ministre, se rapproche d'Amin Dada, lui confie de très hautes responsabilités militaires et dans le même temps radicalise son discours contre les Bagandais. Ouais, et donc il lui demande de faire l'assaut sur le palais du Kabaka. Oui, et ce moment arrive en 66, Amin, accompagné de 2 compagnies d'infanterie, arrive en jeep et il se met à tirer à la mitraillette, dans à peu près toutes les directions. Après de longs échanges de coups de feu avec la garde présidentielle, le Kabaka saute par-dessus la muraille, il quitte le pays, on n'entendra plus parler de lui. Milton Obote s'empare de la présidence, il peut commencer sa dictature au sens propre. Le problème de cette nouvelle situation, c'est que Obote est en train de nourrir un parasite. Amin profite de la confiance dont il jouit pour islamiser l'armée, c'est-à-dire qu'il recrute beaucoup de Nubiens et des gens du Nil occidental, parfois même des Soudanais, et il s'entoure de ces gens pour former le noyau de l'armée. En 69, à Kampala, quelqu'un tire sur Obote. Il faut dire qu'Obote est un dictateur très impopulaire. Il s'en sort par un miracle, la balle a traversé la joue d'Obote et lui a cassé les 2 dents, mais elle est ressortie tranquillement par l'autre côté. Rapidement, il tourne ses soupçons contre Amin. Mais pourquoi est-il si impopulaire? C'est quelqu'un qui veut l'indépendance de son pays, qui veut une distribution des richesses entre le nord et le sud. Bah, ouais, ça me paraît être plutôt de bonnes bases pour aller de l'avant dans ce pays. Enfin, je sais pas, de ce que j'ai compris. Le problème en disant ça, c'est que déjà, il méprise le sentiment d'attachement des Bagandais au roi, en tant que personne sacrée. En plus de ça, il essaye d'encadrer politiquement la religion, il fait tout un tas d'intrusions dans la religion, chose qui n'est permis que de la part d'un roi. Il tolère la religion quand elle est contrôlée par l'État et il piétine l'autorité traditionnelle du Kabaka. Et cette façon de faire, qui sans doute se comprendrait très bien en Europe, elle est très prématurée dans un monde traditionnel comme celui de l'Ouganda. Deuxième chose, Obote opère des nationalisations sur de nombreux secteurs. Mais ça, c'est pas étonnant. Tout désir d'indépendance est associé à des nationalisations. Je suis d'accord, il est certainement pas le seul à le faire, mais encore faut-il que l'État ait la force d'encaisser les nouvelles responsabilités écrasantes, consécutives à une nationalisation de l'économie. En fait, sous Obote, l'État nationalise les entreprises commerciales, il dégage la direction indienne en disant « ce sont des Indiens, ce sont donc des étrangers ». Il en profite pour dégager du personnel bagandais, puisqu'il déteste cette ethnie, et à la place, il met des types qui viennent des villes du Nord, qui appartiennent à son ethnie, l'ethnie Lango, qui parlent de nouvelles langues,
qu'on comprend mal, les langues nilotiques, qui se prennent pour des rois alors que le Bouganda ne leur appartient pas, qui ont des pratiques autoritaires et qui, de surcroît, n'ont pas du tout les compétences des Indiens qui les remplacent. L'économie ougandaise décline, on licencie, les gens se plaignent, manifestent, Obote répond par des répressions sanglantes et des emprisonnements. En fait, l'idée même que l'Ouganda puisse se développer à partir d'un centre qui serait le sud bantou, et les entreprises indiennes qui y fleurissent, cette simple idée lui donne des boutons parce qu'elle est contraire aux conceptions qu'il a de l'égalité. Sauf qu'après ça, il est devenu monstrueusement impopulaire et les mécontents se tournent discrètement vers quelqu'un qui peut représenter un espoir dans cette circonstance, Amin Dada. En 1971, Obote se rend à une conférence du Commonwealth à Singapour, voyage périlleux, très périlleux même, puisqu'à son retour, son trône est pris. Un coup d'État a eu lieu. En fait, Amin Dada s'est glissé au pouvoir avec une grande facilité, simplement en profitant de l'impopularité d'Obote. Les Ougandais découvrent, abasourdis, ce grand homme amateur de danse, et qui se déplace sans cesse aux quatre coins du pays en hélicoptère. Il rend visite au moindre petit village, il se distingue en parlant les langues locales, il en parle beaucoup plus qu'Obote. Et dans les premiers jours, il fait découvrir un style de présidence assez personnel qui plaît, à sa manière. En fait, il est plutôt populaire. C'est là en fait le paradoxe Amin Dada, c'est que il était parti avec 4 coudées d'avance, une popularité bonne, pas maximale mais bonne, et en 8 ans, de 71 à 79, il réussit à se faire détester par absolument tout le monde. Tout ce qui marche, vole ou rampe dans ce pays, à l'exception notable des crocodiles du Nil, pour qui les années Amin furent au contraire des années fastes. Very big. And you can see here hundreds of crocodiles, thousands of hippos, you see. Et pourquoi? Il va redonner le pouvoir aux Bagandais? Il est là grâce à l'impopularité de Milton Obote, mais il va faire tout pareil que Milton Obote. Il va répéter toutes ses erreurs au millimètre près, sans doute parce qu'il n'a pas assez d'intelligence pour tirer les leçons des expériences toutes fraîches. Et non seulement il va refaire les erreurs de son prédécesseur, mais il va aussi en ajouter d'autres, mais de son cru. Des erreurs que personne n'aurait cru possibles et qui sont dues à sa personnalité tout à fait particulière, qu'on va avoir l'occasion de dévoiler. Mais attends, entre nous, Amin Dada, il arrive à lire les discours? Our gallant brothers from Mozambique, Sao Tome, and the Prince de Cape Verde. Il se débrouille. Non mais, il sait lire, faut pas non plus pousser le bouchon, mais écrire, par contre, c'est pas toujours ça. Mais comment est-ce qu'un illettré peut exercer le pouvoir? Quelqu'un lui a fait un tuto? Comment? Faut poser la question à ceux qui ont travaillé avec lui, pas facile tous les jours d'être ministre d'État sous Amin Dada. Le métier n'est pas sans risque. Il peut être utile d'investir dans un calepin et un effaceur pour ce taf de ministre parce que ton boulot consiste à exécuter à la lettre et en un temps record les 200 promesses qu'Amin Dada a fait dans la journée à un tel ou un tel en prenant en compte les incohérences et les oublis. Oui, parce qu'Amin Dada oublie les instructions dans les 5 minutes qui suivent le moment où il les a données, ou plutôt hurlé. En Conseil des ministres, on est en plein cartoon. C'est le ministre de l'Agriculture, je crois, qui s'est pris un jour une cafetière pleine et chaude en pleine figure. Et je t'interdis de rigoler parce que ça fait extrêmement mal. Et en plus, Amin Dada est un très bon viseur, que ce mec a dû faire une croix sur son nez. Et puis surtout, rentre-toi dans la tête une chose, c'est que Amin Dada est un génie. D'accord, un génie surhumain, le plus grand chef d'État de la planète. Il a d'ailleurs eu le plaisir de donner des conseils de gouvernement au président des États-Unis. Il n'agit que sur ordre de Dieu, parce qu'il reçoit les consignes de Allah lui-même, par songe évidemment. Il a quand même proposé à la reine Elisabeth de devenir le nouveau roi d'Écosse. Roi d'Écosse? Non mais attends, comment il a sorti ça? Je vais pas contextualiser ça, parce que même avec le contexte... Maintenant, faut quand même reconnaître que Amin Dada est quelqu'un qui a parfois de l'humour. Comme par exemple ce jour fantastique où un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de la liberté de parole, il aurait répondu « Je garantis la liberté de parole, mais pas la liberté après la parole ». Mais attends, c'est pas Amin Dada qui s'est fait porter sur un palanquin par 4 blancs au cours d'une soirée arrosée?
Oui, oui, il a fait ça aussi, oui. Mais dans ce cas précis, par contre, je pense que ça a plutôt contribué à sa popularité, je pense. Moi, je trouve qu'il a l'air sympa. Un peu idiot, mais sympa. Oui, mais hélas, ce comique n'est pas que comique. Ce qui caractérise Amin Dada, c'est la cruauté de ses appurations. On le surnomme le boucher de l'Ouganda. Amin est entouré d'une clique de Nubiens et de Soudanais tortionnaires et sanguinaires. Des gens qui ont un vrai plaisir à infliger de la souffrance. C'est notamment le cas de Malia Mungu, l'épurateur de l'armée. Il s'est chargé en 1971 d'épurer totalement l'armée de tous les Langui et de tous les Acholi qui pouvaient détenir des postes importants, pour mettre à la place que des gens qui viennent du Nil occidental. Comme les ethnies Acholi et Langui étaient généralement plus instruites, en fait on a assisté à la liquidation des officiers lettrés par les grosses brutes. Et il y va pas avec le dos de la cuillère. Ces malheureux sont précipités la nuit tombant par-dessus les chutes de Karuma, c'est-à-dire qu'on les balance dans le Nil en fait. On les balance tels quels, ou bien on les a mutilés à la baïonnette avant de les pousser. Ensuite, si les cadavres flottent à la surface de l'eau, il sera facile pour les crocodiles d'en faire leur repas. Minawa, le chef du SRB, donc de l'excellent service de renseignement ougandais, est un sadique qui utilise des fouets en peau d'hippopotame, des câbles électriques, des torches à mettre dans les yeux pour infliger des souffrances terribles aux détenus. Quant à Bob Hassels, le petit anglais moustachu, il est chargé de détruire la corruption et la contrebande dans le pays, ce à quoi il s'emploie avec des moyens proportionnés au problème. Quand j'étais un enfant, marcher le long du Nil était vraiment effrayant, parce qu'on craignait à tout moment d'apercevoir un corps, un cadavre. Et souvent, parfois, quand on marchait le long de la rivière, on tombait sur un corps criblé de balles. En grandissant, j'ai aussi appris que Bujagali était l'endroit où l'on abandonnait les corps de ceux qui avaient été tués par Idi Amin. Il y avait des camions qui arrivaient jusqu'ici, et puis ils jetaient les cadavres dans la rivière. C'était sûrement un bon endroit pour se débarrasser de ces corps, parce qu'ils étaient immédiatement emportés, écrasés sur ces pierres et défigurés. Pour ce qui est des membres des services secrets qui travaillaient sous Oboté, ils en savent trop. Tout l'ancien service a été éliminé. Du président des commissions d'enquête jusqu'au dernier des balayeurs, tout le monde va y passer. La tête écrasée à coups de masse ou que sais-je encore. Et c'est par-dessus cette épuration qu'Amin va pouvoir édifier un nouveau système de renseignement, en quoi il a été en partie aidé par les Israéliens. Ces épurations, elles touchent également la police et l'armée. Elles sont complètement vidées de leur personnel. Les prisons se remplissent à une vitesse folle et les pratiques pénitentiaires sont de plus en plus innovantes. On a des témoignages de gardiens de prison ordonnant à un détenu de manger son voisin de cellule. À partir de 72, les purges sont, on va dire, thématiques. Ce mois-ci, ça va être l'université, le mois prochain, les églises, et puis après, la magistrature, la fonction publique, etc. À chaque fois, le ministre du secteur concerné prie pour ne pas finir à la broche. On a vu des ministres démembrés, leur tête placée dans un congélateur. Il y a aussi le cas du maire de Masaka qui a eu le pénis tranché et mis dans la bouche. Mais il a dû avoir plein d'attentats. Enfin, les gens ont dû vouloir le tuer, non? Ça c'est vrai, les attentats contre sa personne se multiplient. Et à chaque attentat contre sa personne, des répressions ont lieu. 2000 victimes, 10 000 victimes, 30 000 victimes. Il entre peu à peu dans une véritable paranoïa qui n'épargne plus personne. Sa meilleure défense, c'est de déclarer « Je suis invulnérable. Vous pouvez charger un pistolet et me le vider sur la poitrine. Il ne se passera rien. » Dans sa tête, il est vraiment protégé par un je ne sais quoi de magique. Une des mesures les plus célèbres de Amin Dada est l'expulsion des Indiens. Dans tous les pays d'Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Zanzibar, Tanganyika, les Britanniques s'étaient largement appuyés sur une bourgeoisie citadine très nombreuse, composée principalement d'Indiens. C'était les Indiens qui tenaient les commerces, beaucoup de services publics, mais aussi la direction de grandes entreprises, de banques, et en Ouganda c'est flagrant, tout le grand et le petit commerce est entre leurs mains. C'est vraiment un paramètre important, sans les Indiens, l'Ouganda et le Kenya ne seraient jamais devenus ces pays prospères qu'ils étaient à l'époque coloniale. On apprécie la docilité, l'organisation et les réseaux importants de cette population, ils ne semblent pas affectés par le climat, et ils sont, j'ai envie de dire, plus proches des Noirs que des Blancs par leur mœurs. Comme Amin Dada est un bon dirigeant nationaliste, ou anticolonialiste, il veut s'en débarrasser. Par racisme? Non, même si les Indiens peuvent le voir comme ça. Les Indiens se plaignent d'un racisme depuis longtemps à leur endroit, il y a sûrement du vrai. Les Ougandais, eux, de leur point de vue,
Ils veulent surtout réaliser une pleine indépendance. Ils voient les Indiens comme étant un reliquat de la présence coloniale britannique. I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandans. Mais racisme ou pas, peu importe, ça change rien. Un beau jour, on va toquer à leur porte et on leur demande de quitter le territoire. Tout de suite, maintenant. Ouais, c'est raide. C'est un peu raide, oui. T'es un petit boutiquier, ben tu laisses ta caisse sur le comptoir et tu t'en vas. Monte dans un train maintenant. C'est ça l'expulsion. Les Indiens sont forcés de monter dans ce train vers le Kenya et ils emmènent avec eux leurs baluchons, quelques fringues, une poussette pour les deux gosses et hop, ça s'est fait dans une confusion absolue, dans les pleurs d'enfants et les bousculades. En fait, les formalités de départ ont été monstrueusement compliquées, aussi bien pour les Indiens que pour le gouvernement. Personne ne savait trop qui allait devoir financer tout ce déplacement. Et une fois que les Indiens ont tous dilapidé leurs économies dans les billets de train, le gouvernement doit payer pour terminer l'opération. Sauf que l'Ouganda n'a plus d'argent. D'ailleurs, en expulsant les Indiens, ça risque pas de s'arranger. Et ce sont les Anglais qui ont déboursé les 200 millions de livres nécessaires pour débarquer tous ces expulsés au Royaume-Uni. Je note que c'est quand même hyper sympa de la part des Anglais de payer un truc alors qu'ils n'y sont pour rien dans cette histoire. Bah, techniquement, c'est quand même les Anglais qui ont financé l'arrivée des Indiens des décennies auparavant, donc on peut comprendre le financement de leur évacuation. Mais pourquoi les accueillir chez eux? C'était pas plus simple de les débarquer en Inde? Ce sont des Indiens, ils vont en Inde, il y a que moi qui vois la logique. Parce que beaucoup d'Indiens disposaient d'un passeport britannique datant de la colonisation et ce passeport va leur permettre de s'intégrer facilement en Angleterre. L'expulsion des Indiens a été catastrophique. Amin Dada met à la porte la quasi-totalité de ses médecins, de ses avocats, de ses comptables, de ses profs, de ses employés de banque, de ses mécaniciens, de ses boutiquiers, de tout ce qui nécessite une compétence en fait. Résultat, le secteur des services s'effondre, les pompes qui alimentaient l'eau courante à Kampala tombent en panne, l'économie ne s'en relèvera pas avant une bonne décennie. La politique étrangère d'Amin Dada est assez intéressante, bien qu'elle manque de logique. En fait, il était soutenu par le bloc américain et israélien dans un premier temps. Amin Dada ne calait pas son idéologie sur sa politique étrangère, parce qu'Amin Dada n'a pas vraiment d'idéologie, sinon celle qui consiste à réaffirmer l'indépendance du pays. En fait, sa politique étrangère consiste principalement au début à se rapprocher d'Israël, parce qu'Israël est à la pointe dans le domaine du renseignement. Effectivement, Israël est pour beaucoup dans le système de surveillance d'Amin Dada. En outre, Israël a aussi livré du matériel de guerre. Il a aidé à la conception de certaines infrastructures ougandaises. Pourquoi Israël? C'est marrant cette relation inattendue entre un régime nationaliste africain et l'État juif. D'où vient cette relation? Que cherchent les Israéliens? C'est une bonne question parce que normalement, tout dirigeant révolutionnaire, tout idéologue d'un pays du tiers-monde refuserait d'aider Israël par une sorte d'hostilité de principe. Et Amin Dada, lui, il les accepte. Mais parce qu'Amin Dada, contrairement à Milton Obote, n'a jamais été formé à la doctrine révolutionnaire, il n'est même pas au courant qu'Israël, c'est un peu le diable pour tous les gens de son milieu. Si Kadhafi n'avait pas rencontré Amin Dada, ce dernier allait convoler joyeusement avec Israël jusqu'à la fin de sa vie, par méconnaissance de la question israélo-palestinienne. Mais il faut qu'Israël ait un intérêt. Tu es sûr qu'on ne peut pas faire un lien géopolitique? Est-ce qu'il n'aurait pas un ennemi commun, par exemple? Oui, on peut quand même remarquer une chose, c'est que l'ennemi d'Israël, c'est le monde arabe. Or, dans le monde arabe, il y a un pays, le Soudan. Amin Dada est le membre d'une tribu nilotique, comme le sont tous les séparatistes du Soudan du Sud. La Gnagna? La Gnagna, comme on disait à l'époque. Et donc, si l'on suit ce fil, qui peut vous paraître un peu arachnéen, mais qui existe quand même, effectivement, Israël et Amin Dada ont un ennemi commun. Cela dit, c'est vrai que c'est un peu lointain. Du moins, c'est la situation jusqu'à ce que Amin Dada fasse cette rencontre qui va changer sa vie. Kadhafi. Regardez-moi cette lune de miel. Kadhafi expulse les Italiens, Amin Dada expulse les Indiens. Kadhafi dit du mal des États-Unis, Amin Dada se moque du président des États-Unis et ne rougit pas de lui dire qu'il devrait prendre exemple sur lui. Kadhafi lui a expliqué qu'Israël a volé la Palestine, Amin Dada rompt tous ses liens avec Israël du jour au lendemain et décrète même que Hitler aurait dû terminer son travail. Kadhafi lui explique qu'il n'aura aucun sou s'il continue à soutenir la Gnagna. Amin Dada rétablit ses relations avec le Soudan. Kadhafi veut être le leader de toute l'Afrique.
Amin Dada veut réunir lui aussi un sommet africain à Kampala chez lui. Kadhafi s'entoure d'une garde d'Amazon, Idi Amin Dada s'entoure lui aussi d'une garde d'Amazon. Donc si un jour on te demande quel est le nom du ministre des Affaires étrangères d'Idi Amin Dada, il s'appelle Muammar Kadhafi. Je précise ici que j'ai fait une vidéo sur Kadhafi. Si vous voulez y faire un tour, vous aurez toutes les informations nécessaires pour bien comprendre ce dont je parle. En tout cas, le résultat principal de ça, c'est que l'amitié avec Israël, c'est fini. C'est complètement fini, c'est du passé. Il s'engage solennellement à ne plus jamais entretenir la moindre relation avec Israël. Mais comment Kadhafi peut être sûr qu'Amin Dada a changé? Il le dit déjà, c'est quand même un engagement plus ou moins verbal, mais enfin c'est quand même quelque chose. Tu veux quoi de plus? C'est une histoire de confiance en fait. Effectivement. Peut-être qu'il faudrait une occasion pour observer son attitude, un imprévu qui lui permette d'effacer tout équivoque sur ce chapitre. Il a vraiment de la chance, car cette occasion va venir à lui sans qu'il n'ait rien eu à demander. Elle viendra la nuit du 28 juin 1976 à 3h du matin. Dans la nuit du 27 juin, un avion français partant de Tel Aviv en Israël a été détourné par un commando palestinien. Il avait à son bord 246 passagers, principalement israéliens. Il se pose d'abord à Benghazi, puis finit par atterrir à Entebbe, au bord du lac Victoria, en Ouganda. En fait, le groupe pro-palestinien ici, dans cet avion, il est composé de Palestiniens et d'Allemands apparentés à la fraction Armée Rouge. Amin Dada les accueille et décide d'offrir un local pour héberger tout ce beau monde. Les otages descendent de l'avion et sont transférés dans un ancien terminal qui ressemble à un hangar désaffecté. Dans leur nouvelle base qu'on leur a gentiment allouée, les terroristes peuvent tranquillement faire des communiqués où ils expliquent qu'ils demandent la libération de 53 prisonniers palestiniens, prisonniers qui croupissent pour la plupart en Israël, et ils demandent également 5 millions de dollars. En fait, dans les jours qui suivent, les Palestiniens repoussent l'échéance, acceptent de faire des concessions et libèrent une partie des otages. Ce qui fait que bientôt il ne reste plus que 105 personnes dans ce terminal. Amin Dada, lui, se fait passer auprès des otages pour un protecteur sympathique, tout en laissant libre cours aux manœuvres du groupe palestinien. Mais les jours passent, la situation s'aggrave, elle pourrit. Imagine-toi, demain on te fout dans une aérogare désaffectée, en plein cœur de l'Afrique, en plein mois de juillet, sous un cagnard pas possible, dans un endroit qui n'a pas été nettoyé depuis des lustres, sans vêtements pour te changer, sans eau pour te laver, sans matelas pour t'allonger. Inévitablement, beaucoup d'otages commencent à tomber malades et cette situation ne peut pas durer encore longtemps. Au bout d'un moment, Israël prend la décision de récupérer ses otages coûte que coûte. Ça n'a pas été très dur, l'aéroport d'Entebbe, c'est Israël qui l'a fait construire, à l'époque où Amin Dada était en bon terme avec lui. Donc c'est simple, les plans de l'aéroport, ils les ont dans leurs archives. Ils envoient donc une unité d'élite dont le chef se trouve être un certain Netanyahou. Le Netanyahou auquel je pense? Pas Benjamin, mais Jonathan, son grand frère. L'opération est prévue pour le 4 juillet. Elle va être plus difficile que prévu. Netanyahou est tué dans les derniers mètres avant d'atteindre le bâtiment. Des échanges de coups de feu ont eu lieu. 3 otages ont perdu la vie, ainsi que 7 Palestiniens et quelques soldats israéliens. Néanmoins, elle est un succès. Les otages sont emmenés dans un avion et évacués vers Israël. Donc une opération de sauvetage quasi parfaite, à ceci près que 4 otages ont perdu la vie malheureusement. Non, t'avais dit 3. 4. 3 otages sont morts pendant les coups de feu, une vieille femme qui avait fait une asphyxie quelques jours plus tôt, et alors un membre du gouvernement ougandais avait demandé à ce qu'elle puisse aller à l'hôpital. Elle n'est donc pas sur les lieux au moment de l'opération. En fait, elle est restée coincée en Ouganda. L'opération Entebbe a été une cruelle humiliation pour Amin Dada. Il n'en revient tellement pas de la victoire israélienne qu'il a décidé de se défouler sur son armée. Et oui, on est en Ouganda. Idi Amin Dada est alors tellement énervé par cette brillante opération israélienne qu'il décide de se défouler une nouvelle fois. De façon inexplicable, il fait massacrer environ 245 Kenyans vivant en Ouganda, simplement pour punir le Kenya d'avoir accueilli l'équipe israélienne dans les heures ayant précédé le raid. 12 officiers soupçonnés de complicité avec Israël sont exécutés en prime. Même s'il n'a pas ouvertement soutenu les preneurs d'otages, son attitude ambiguë pendant cette semaine tendue dégrada son image à l'international. En revanche, auprès des pro-palestiniens, il entre définitivement dans le camp des justes. Il a donné la preuve qu'il a bien écouté les leçons de Kadhafi. C'est ici que se trouvent la plupart des morts de cette histoire en fait, dans les purges qui ont suivi l'opération. Quant à cette vieille femme qui avait fait une crise d'asphyxie, son corps sera retrouvé brûlé dans une plantation de sucre quelque part dans le pays.
En 1978, cependant, le doux paradis que le dictateur ougandais a patiemment construit sur les rivages du lac Victoria sera renversé par le terrible et redouté Julius Nyerere. Il a pas l'air super effrayant. On dirait Tintin. Certes, son look de chef de guerre est à retravailler, mais méfie-toi de l'eau qui dort. Il y a bien une chose qui ne vient pas de Kadhafi, dans la politique étrangère d'Amin, c'est sa détestation de Julius Nyerere, le président tanzanien, qui est une détestation viscérale. Il incarne tout ce que Amin Dada n'est pas. Nyerere est catholique, il est musulman. Nyerere est bantou, il est nilote. Nyerere est poli, il est fruste. Nyerere est intelligent. Nyerere renvoie à l'international une image d'homme costumé et respectable. Amin Dada et Kadhafi, eux, ils font partie des bad boys. Et puis pour finir, Nyerere a fait de Milton Obote son protégé. Et de la même manière que Kadhafi rêvait d'annexer la bande d'Aouzou, qui était un territoire sans intérêt, remémorez-vous mon épisode sur Kadhafi, Amin Dada, lui aussi, il fait une fixette de ce genre sur un territoire qui est le saillant de Kagera, qu'il veut conquérir pour des raisons fortement liées à son ego. En octobre 78, Amin provoque des incidents de frontières à répétition, bombarde des forêts tanzaniennes, proclame l'annexion de Kagera et entre avec des chars et des voitures blindées dans cette zone interdite. Cette entrée fracassante n'a pas été très heureuse, les gros véhicules ougandais se sont pris dans la boue, on est en milieu humide, proche du lac Victoria. La seconde attaque est plus heureuse, les Ougandais pillent la région. Amin Dada a fait ici une attaque maladroite. Il se croit certainement génial, mais son régime montre vraiment des insuffisances. À force de faire purge sur purge, il essaye de compenser en recrutant des petits jeunes qui n'ont pas appris à tirer droit. La loyauté des soldats est assez incertaine. Et puis les haines Langui et Acholi contre le régime sont un venin qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Côté géopolitique, Amin Dada est à peu près seul. Il a quelques groupes palestiniens avec lui. Pour le reste, les pays africains sont soit neutres, soit trouvent légitime que Nyerere se défende. Julius Nyerere, pendant ce temps, il se dit c'est le moment de dépoussiérer les lance-roquettes soviétiques. Parce qu'il prenait la poussière. Oui, ça prenait la poussière. Nyerere n'est pas très agressif, n'aime pas trop se servir de ces machins-là. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Sitôt que Nyerere montre un pouce de détermination, pouf, les Ougandais fuient en poussant des hurlements. La grande armée aminienne se découvre des problèmes de motivation. Nyerere, qui décidément est beaucoup trop gentil par rapport à la situation, propose à Amin Dada de renoncer à ses prétentions. Mais son adversaire s'entête. Kadhafi en février envoie des unités libyennes pour essayer de sauver son allié. À la bataille de Lukaya, les roquettes libyennes essayent de tenir tête à la Tanzanie. La chute d'Amin est retardée, mais elle n'est pas évitée. Les soldats ougandais, qui décidément sont facilement impressionnables, jettent leur casque et s'enfuient à toutes jambes vers le nord. Finalement, Kampala est prise, le régime s'effondre. En 1980, Milton Obote fait son grand retour suite à une élection truquée. Et Amin ? Il s'est enfui dans les pays arabes. Il meurt à Jeddah en 2003. Après la chute d'Amin, on pouvait croire que la situation allait s'améliorer, mais en réalité, Milton Obote revenu au pouvoir fait entrer l'Ouganda dans une ère de violence encore plus terrible qu'Amin Dada. On ne le dit pas souvent évidemment, mais Obote a fait des purges tout aussi gratuites et sanglantes que Amin Dada. Pour recomposer rapidement son régime de terreur, privé de soutien visible, Obote utilise les forces de la Corée du Nord. Qui sont ses victimes ? Les soldats issus du Nil occidental, mais surtout Obote doit faire face à une guerre de brousse, l'opposant aux Bantous, et en particulier d'un certain Yoweri Museveni. Les Bantous en ont ras-le-bol de toutes ces dictatures nilotiques, ces tribus venues du Nord qui se détestent entre elles et qui fragilisent les institutions du pays entier. Museveni incarne d'autant mieux cette rébellion qu'il est un Nkole, issu de la province de l'Ankole, il n'est pas bagandais, et donc n'a aucune difficulté à se rallier les ethnies bantoues non bagandaises du pays, surtout les Nkole et les Toro, tout en sauvant les Bagandais du désespoir dans lequel Milton Obote les a mis. Son expérience de la guérilla, qui remonte à sa carrière dans le Frélimo, lui permet de construire une administration parallèle plus efficace que celle de l'État. Il s'appuie également sur des Tutsis exilés du Rwanda, comme le fameux Paul Kagame, qui fut son grand compagnon d'armes dans cette guerre de brousse. En 83, Milton Obote lance une des opérations les plus meurtrières de l'histoire du pays. Elle consiste à dévaster par le feu et la foudre toutes les habitations du triangle de Louvero. 750 000 habitants sont regroupés dans des camps et toute personne cherchant à s'en échapper ou continuant à errer dans la zone interdite est exécutée sans autre forme de procès.
Obote recrute ses soldats parmi les chômeurs de la ville. Il les laisse pratiquer les pires tortures et les pires violences qui leur paraissent idoines. Malheureusement pour lui, l'armée est ravagée par les luttes tribales entre Langui et Acholi qui ne se supportent pas les uns les autres. Les Acholi disent souvent que Obote les envoie au casse-pipe. Et c'est un Acholi, Tito Okello, qui finit par renverser Obote en 85. Mais il n'a pas le temps de stabiliser son pouvoir. Museveni envahit Kampala en janvier 86. Ce Yoweri Museveni, qui a pris le contrôle de la capitale, possède toujours le pouvoir à l'heure actuelle. À l'époque où il était Macky Sall, il avait déjà installé une administration parallèle dans le sud-ouest, qui était d'ailleurs beaucoup plus stable et plus pacifiée que les régions encore sous la férule d'Obote. Il défendait les villages contre l'armée nationale, en échange de quoi les villageois lui fournissaient de la nourriture et des informations. Cet écosystème fonctionna parfaitement. La discipline de fer qu'il faisait régner dans le mouvement lui a permis d'éviter les comportements inhumains. Et c'est vraiment la grande différence avec Amin et Obote, c'est que sous Museveni, l'armée n'a plus de droit de vie ou de mort sur les citoyens. Il déclare la peine capitale pour tout soldat reconnu coupable de meurtre, de trahison ou de viol. Ainsi, la prise de Kampala n'a pas donné lieu à des pillages. Pour autant, la guerre n'est pas terminée. L'année 1987 est elle aussi très tourmentée. Museveni est régulièrement contraint à mener des opérations dans le nord pour mettre fin à la guérilla d'une armée qu'on appelle l'armée de résistance du Seigneur et au kidnapping d'enfants. Museveni est contraint de combattre de nouveau, périodiquement, les chefs de la tribu Acholi. Soit dit en passant, ces rebelles sont souvent des personnages animés par des charismes religieux syncrétiques. Alice Lakwena, par exemple, qui est une chrétienne de 30 ans qui dit être inspirée par un esprit pour laver les Acholi des péchés qu'ils ont commis sous les régimes précédents. Et en fait, elle fait déferler une armée du Saint-Esprit de 10 000 soldats sur Kampala. En fait, cette soi-disant armée du Seigneur vit principalement du pillage. De temps en temps, les rebelles Acholi coupent des nez ou des oreilles de ceux qu'ils considèrent comme agents du gouvernement. Son existence devient donc difficile à partir de 97. Il devient un mouvement terroriste, posant des mines antipersonnelles le matin, kidnappant des enfants l'après-midi. Les enfants enlevés par l'armée de résistance du Seigneur sont emmenés au Sud-Soudan, autre région nilote, et ils servent comme esclaves domestiques pour les garçons, esclaves sexuels pour les filles, au service des officiers qui vivent dans ces bases. On leur assure un entraînement militaire afin qu'un jour, ils se décident à attaquer leur village d'origine. Yoweri Museveni aujourd'hui est énormément critiqué pour sa conduite de la politique étrangère, notamment pour avoir été la base arrière de Paul Kagame en 90, puis d'avoir fait partie des rapaces qui ont attaqué le Congo en 96. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais souvenez-vous bien que si Museveni a pu se permettre tout cela, c'est d'abord parce qu'il a été le premier à trouver une solution aux problèmes intérieurs de l'Ouganda. L'Ouganda est un exemple type de l'écart entre la représentation idéale que nous avons de l'indépendance et sa réalité. On associe souvent la colonisation au malheur et la décolonisation à la liberté retrouvée. Or, en Ouganda, les choses furent plutôt l'inverse. Elle était une colonie plutôt prospère, et elle est devenue une terre de cruauté et de misère pendant près de 30 ans. Je sais que beaucoup de gens croient que ces malheurs ont pour origine les Occidentaux. Les Occidentaux auraient provoqué le coup d'État d'Obote avant qu'il ne devienne socialiste, puis ils auraient financé le coup d'État d'Idi Amin Dada avant qu'il ne prenne le même chemin, et ainsi de suite jusqu'à Museveni. Dans cette caricature, Washington passerait son temps à recruter des marionnettes qui, les unes après les autres, s'avèrent être des erreurs de casting. Et pendant ce temps, les Ougandais subiraient ces retournements et ces rectifications incessantes sans pouvoir jamais y mettre fin. Plutôt que d'aller chercher des pressions externes, on peut plutôt s'intéresser aux pressions internes beaucoup plus fortes qui existent dans ce pays. Les vraies causes des difficultés ougandaises, à mon avis, sont plus compliquées. Pour bien les comprendre, il faut se souvenir de la façon dont l'administration britannique a géré la colonie ougandaise. Contrairement au Kenya, et si l'on oublie la période de la conquête, en Ouganda, la colonisation a été plutôt légère au XXe siècle. Les Britanniques se sont appuyés sur une oligarchie bagandaise et protestante. Ces propriétaires noirs s'étaient enrichis, notamment grâce à la culture du coton ou du café, pendant que le territoire était aménagé de façon efficace, grâce à un chemin de fer, à des routes, un réseau d'hôtels et de commerces, souvent tenus par des Indiens compétents. De plus, le lac Victoria était poissonneux, et la liaison avec l'océan Indien était plus facile.
Tout ceci servait aux régions les plus peuplées du pays et les plus historiquement importantes de la colonie. Le cœur était Kampala et Entebbe, elle-même englobée dans la puissante monarchie du Bouganda, lui-même élément déterminant de la région sud, Bantou. Les régions nord étaient moins peuplées et donc marginalisées, ce qui est assez logique. Pour autant, et c'est ce qu'on va voir, elles n'étaient pas délaissées. Les Britanniques utilisaient la férocité des peuples nilotiques pour recruter leurs militaires. Et notez bien qu'à cette époque, cette façon de faire était très adaptée à une armée coloniale. Les luttes intertribales n'existaient pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas de concurrence pour obtenir le grade d'officier. Ainsi, les Langis, les Acholi et les Nubiens, lorsqu'ils se querellaient, ne se querellaient que pour des popotes. Et à travers leurs soldes, ils pouvaient indirectement profiter de l'essor économique de l'Ouganda. En Ouganda, le système colonial était donc bien équilibré et beaucoup moins violent que dans le Kenya voisin. Simplement, ce système était adapté à une colonie, pas à un État indépendant. Une fois l'Ouganda devenu indépendant, le système devint bicéphale. D'un côté, un sud extrêmement riche, intégré et civilisé, et de l'autre, un nord à la traîne, frustré, mais qui possède le principal levier du pouvoir dans l'Afrique contemporaine, l'armée. Et pis encore, les officiers de ce nord présentaient un certain penchant pour la cruauté, car autrefois les Anglais encourageaient cyniquement cette cruauté, qui leur profitait. C'est un peu comme si en partant, les Anglais venaient de donner un bâton de dynamite au roi et un détonateur à un esclave frustré et cruel. Le pouvoir était au sud, mais la force était au nord. La résolution de cette histoire se situe donc bien dans l'émergence de Museveni. Sa qualité fut de réunir enfin le pouvoir et la force dans un seul camp. Le camp le plus logique, celui où la civilisation était prédominante, où elle remontait au vieux royaume de l'Ouganda qui impressionnait déjà Stanley à son époque. Museveni a donc recommencé une économie faisant tache d'huile, partant du sud vers le nord. Il s'efforça de faire reprendre au pays une marche ordinaire qu'il avait commencée il y a bien 2 voire 300 ans. Là se situait, à mon sens, l'unique solution aux dictatures nordistes de l'Ouganda contemporain.